Bonjour Thomas. Bonjour Eric, bonjour Véronique. Bonjour Thomas. Alors Thomas, nous sommes en voiture, on avait une première question à te poser sur tes souvenirs en voiture. On a tous des souvenirs d'enfants. Moi j'en ai un, c'était mon père qui fumait en voiture à l'époque en écoutant Los Machucambos, qui était un truc qui est bien, une chanson un peu latino-américaine. Ça me rappelle des bons souvenirs. Et toi, est-ce que tu as des souvenirs? J'en ai plein. J'en ai plein parce que mes parents, moi j'ai grandi dans les Pyrénées et tous les Noëls, enfin les fêtes de famille se font toujours en Normandie, au fin fond du Cotentin. Et du coup, on y allait toujours en voiture. Et donc quand on partait pour 10-12 heures de voiture. Et donc on écumait tous les CD qu'on pouvait mettre dans le manche-disque sur le trajet. Donc j'ai plein de souvenirs de Toto, Africa, j'ai beaucoup de souvenirs et ça c'était plutôt hivernal. J'ai beaucoup de souvenirs de Simon & Garfunkel aussi. Ah oui. Enfin, j'étais avec ma sœur, on était tous les deux à l'arrière et on comptait. Je faisais la collection des plaques d'immatriculation de tous les départements. Enfin, c'était génial. On avait plein d'activités parce qu'il fallait quand même tenir les 12 heures. Mais ouais, j'ai plein de souvenirs. Alors comment on passe de cet enfant qui comptait les plaques d'immatriculation à cet entrepreneur qui s'est lancé dans une activité assez innovante, hein, qui est de valoriser le stockage du carbone. Du carbone. Et ben, c'est quoi l'étincelle? C'est plein de peu. Alors il y a l'étincelle, je saurais pas dire exactement, mais elle sortira. C'est qu'il y a plein de petites étapes. J'ai commencé par faire des études en architecture, puis j'ai bifurqué sur l'urbanisme. Je suis tombé à Sciences Po sur la partie urbanisme, et ensuite de fil en aiguille j'ai plutôt travaillé sur l'aspect aménagement du territoire, et notamment on commençait à rencontrer la problématique carbone sur le sujet de comment on pouvait être le plus bas carbone possible. C'était à quel moment à peu près, Thomas? C'était il y a 6 ans. 6 ans. 6 ans, quand j'ai commencé à vraiment m'intéresser au sujet. Avec deux copains de promo, on s'est dit qu'il y avait peut-être quelque chose à creuser quand on s'est rendu compte qu'il y avait des entreprises qui étaient prêtes à financer des actions réalisées par des porteurs de projets qui avaient en fait envie de faire leur transition, et que cette action était souvent financée un peu à l'autre bout de la planète, et que parallèlement l'État français créait un cadre pour permettre à des porteurs de projets en France, porteurs de projets c'est-à-dire agriculteurs et forestiers, qui voulaient mettre en place des transitions, de faire financer ça par le mécanisme des crédits carbone. En fait, le mécanisme des crédits carbone, c'est tout simplement une entreprise ou un acteur public qui vient apporter un cofinancement à quelqu'un qui veut faire une action positive pour la planète. Et finalement, ça devient une forme de paiement pour service environnemental, en faveur des agriculteurs qui ont un impact positif sur la planète. Et donc pour nous, ce qui est vraiment intéressant, c'est de le voir comme un déclencheur de la transition. C'est de ce petit plus financier qu'on peut venir apporter, et c'est ce que je trouve génial dans notre métier tous les jours, c'est que on nous présente tout le temps des projets de transition, c'est le cœur de notre métier, et derrière on vient aussi expliquer aux entreprises qui peuvent être parfois assez loin du monde agricole, en quoi en fait les agriculteurs ils ont un rôle central dans notre transition demain, et en fait en quoi c'est les gardiens de notre environnement dès aujourd'hui et depuis toujours. Et ce rôle-là, on l'a rarement vu chez l'agriculteur, et il est cœur. Imagine-toi que tu expliques justement à un entrepreneur qui n'est pas familier de ce sujet, et notamment du rôle de l'agriculteur. Si tu avais à le présenter en quelques mots, tu le fais comment quand tu présentes ça? Eh ben, déjà, je commence par reconnecter à l'estomac de mon interlocuteur, à ce qu'il mange. Ensuite, je remonte du coup à son assiette, à toute la filière, et au fond à la personne qui le nourrit. Et indirectement, je reconnecte de l'autre côté à nos paysages, parce qu'en fait, le gardien de nos paysages, c'est l'agriculteur. Et c'est en reconnectant ces deux mondes-là qu'on comprend le rôle de l'agriculture en France de façon différente de ce que peuvent nous présenter les médias par ailleurs. Donc je recommence par ça, et ensuite j'explique concrètement ce que fait un agriculteur au jour le jour, parce que bon, on voit nos aliments mais on voit pas comment ils sont faits, et pour beaucoup on est déconnecté parce que on n'a plus forcément de parents, grands-parents, donc tantes agriculteurs, et il faut juste ramener les gens à la manière dont on produit, et du coup quand
on présente, enfin 99% des cas, le message passe extrêmement bien. Donc un travail pédagogique. Énormément de pédagogie, c'est le cœur. Et le sens. Et de la le sens, en fait, expliquer, tout simplement parce que les gens ne connaissent plus l'agriculture. Et à contrario, Thomas, est-ce que tu as besoin aussi de pédagogie côté agriculteur? Bien sûr. De la pédagogie pour leur montrer que l'écologie ne doit pas être punitive. En fait, voir l'écologie peut être punitive. En revanche, ce que nous on prône, c'est quelque chose qui ne soit pas punitif, parce que au fond, l'écologie appliquée à l'agriculture, c'est une forme de bon sens, c'est beaucoup de sobriété et de l'efficacité. Parce qu'en fait, si on est sobre, on est efficace. Si on est efficace, on est dans le développement durable. Et en réalité, l'agriculteur, il faut simplement lui montrer que ce qu'il fait déjà tous les jours a un impact positif. Et donc, en amplifiant ceci ou en amplifiant cela, on va avoir un impact encore plus positif. Et on vient aussi travailler sur le fait que le changement climatique, il est déjà là. L'agriculteur, il n'a pas besoin de moi pour le savoir qu'il est là. Mais on vient lui montrer que certaines de ces pratiques, s'il les pousse un peu plus loin, lui permettront d'être plus résilient demain. En fait, l'objectif, c'est de mieux ancrer le travail de l'agriculteur dans une démarche résiliente. Si tu avais à expliquer au grand public cette question de sobriété, tu relis la sobriété avec l'efficacité. Oui. Est-ce que tu peux le détailler? Ouais. C'est très personnel, mais pour moi, la sobriété, ça ne veut pas dire arrêter de faire les choses. Ça veut dire être efficace, c'est-à-dire bien doser la quantité d'effort pour le résultat qu'on en attend. Parce que c'est peut-être quelque chose qu'on a eu moins à cœur de faire depuis les 30 Glorieuses, mais qu'on vient retrouver aujourd'hui et qui finalement revient à la continuité d'avant. Parlons de rupture, mais on vient simplement à la continuité d'avant. Et pour moi, l'objet pour l'agriculteur, c'est pas qu'il arrête de faire des choses, c'est pas qu'il produise moins, mais c'est que dans sa démarche globale, il soit plus efficace, c'est-à-dire qu'il optimise la quantité de ressources qu'il alloue pour un résultat donné. Et ça, aujourd'hui, on a beaucoup d'outils et qui sont récents, donc il ne faut pas se dire qu'on redécouvre quelque chose. Les outils de pilotage pour l'agriculture, des outils et tout ce qui est nouvelle technologie. Je ne parle pas que du numérique. Les semences qu'on plante aujourd'hui ne sont pas celles qu'on plantait il y a 10 ans. Les engrais d'aujourd'hui ne sont pas ceux d'il y a 20 ans. Donc en fait, tout change et tout s'adapte. Mais l'agriculteur aujourd'hui, il a tout le panel qu'il lui faut pour faire cette transition. Sobriété, efficacité, de la technologie, de la précision. Tu disais tout à l'heure que ça apportait un complément de revenus aux agriculteurs. Oui. C'est le principal bénéfice de la démarche? Non, pour moi le principal bénéfice il est agronomique. En fait, j'aime bien dire, si je reste sur les agriculteurs, j'aime bien dire qu'une trajectoire bas carbone, il faut qu'elle soit cohérente au point de vue économique, agronomique et carbone. Et en fait, si on n'a pas cet ordre-là des piliers, ça ne sert à rien. Voilà. C'est essayer de remplir quelque chose qui est percé. Concrètement, une démarche qui est durable, c'est quelque chose qui est viable sur le long terme, qui n'a pas besoin d'être sous perfusion. Donc pour moi, il y a vraiment cet enjeu d'aller chercher l'efficacité pour amener les agriculteurs sur une nouvelle trajectoire. Et aujourd'hui, tu dirais qu'on est au développement, à un stade de développement, au démarrage de quelque chose? On est déjà à maturité? On a quelle marge de progression? On est au début. En fait, la marge de progression, elle est continue. Moi, je suis vraiment de la théorie des petits pas. On fait toujours des petits pas, mais souvent, on ne s'en rend pas compte. Et donc, il va falloir en faire plus. Mais je ne pense pas qu'on aura un grand gap. En revanche, on y est déjà. Le changement, il se fait sur notre marché, on va dire, d'une économie du carbone, qui est quelque chose de tout nouveau. Là, on est au tout début. Mais en termes de gains financiers, aujourd'hui, l'ordre de grandeur, j'aime bien dire aux agriculteurs que ça représente un 13e mois. Quelque chose qu'un agriculteur n'a jamais vu. Mais voilà, ça donne aussi l'ordre de grandeur. Et c'est un petit bonus. Ça ne changera pas tout. Mais c'est quand même quelque chose. En revanche, il faut engager des démarches bas carbone, mais finalement des démarches agroécologiques pour l'agronomie d'abord.
J'ai une question sur le Crédit Agricole. Si tu avais à définir la relation que tu as avec le Crédit Agricole aujourd'hui, ou celle que tu souhaiterais avoir, qu'est-ce que tu peux nous en dire? En fait, aujourd'hui, on travaille avec, je ne l'ai pas précisé, mais on est incubé, en fait, on est hébergé par le village Baïséa de Châteaudun, et qui nous accompagne notamment sur tous nos enjeux du côté des agriculteurs, moins du côté aussi du côté des entreprises, mais c'est principalement sur cet aspect-là qu'on pousse aujourd'hui. Et du coup, on travaille avec la caisse Val-de-France, on travaille aussi avec d'autres caisses. Et donc on égrène petit à petit nos solutions un peu partout. Est-ce que la territorialité centrale, ouais, parce que la territorialité du Crédit Agricole est un point immense pour nous, qui ne pouvons pas être partout à la fois, mais avoir un relais, un ancrage territorial grâce au Crédit Agricole, c'est très important. Super. Eh ben, écoute Thomas, merci 1000 fois pour cet échange précieux pour nous. Merci.